Je m'appelle Mason. J'ai 34 ans et mon frère a piraté mon ordinateur portable et a transféré 20 000 $ de ce qu'il pensait être mon compte d'épargne. Quand je l'ai découvert, papa a claqué, il est endetté, ne sois pas avare, la famille est de la famille. Je n'ai pas appelé la police. J'ai juste souri parce que ce n'était pas mon épargne personnelle, c'était le fonds de retraite secret de papa qu'il m'avait demandé de gérer. Avant de vous raconter le moment où son visage est devenu livide, dites-moi d'où vous écoutez dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Maintenant, pour comprendre pourquoi j'ai souri au lieu de crier, vous devez comprendre la nuit où cela s'est passé. C'était un mardi à la mi-avril, la période des impôts. Si vous savez, vous savez. Je travaille comme analyste financier, mais je fais de la comptabilité privée en parallèle. Donc, avril est fondamentalement un mois où le sommeil est une suggestion, pas une exigence. J'étais assis dans mon bureau à domicile, entouré de piles de reçus et de 3 tasses à café vides. La seule lumière provenait de l'éclat de mes 2 écrans. Il était 2h15 du matin. Mes yeux brûlaient, secs et granuleux, comme si j'avais fixé une tempête de sable. J'étais sur le point de tout éteindre pour la nuit lorsque mon téléphone a vibré sur le bureau. Il vibrait contre le bois avec ce bourdonnement agressif et rapide qui signifie généralement une urgence. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à un courriel de panique d'un client ou peut-être à un appel indésirable. C'était une notification de la banque. Virement initié moins 20 000 $. Bénéficiaire, crypto-baex. J'ai fixé l'écran. Mon cerveau, engourdi par l'épuisement, a mis une bonne dizaine de secondes à traiter les chiffres. 20 000 $ partis. Juste comme ça. Je me suis redressé d'un coup. La fatigue a disparu instantanément, remplacée par une pointe froide d'adrénaline qui m'a traversé la poitrine. J'ai attrapé la souris et me suis connecté au portail bancaire. Mes doigts tremblaient légèrement, tapant les mauvaises touches, me forçant à retaper mon mot de passe. Allez. Allez. Le tableau de bord s'est chargé. Le solde du compte se terminant par 4 490, le compte d'épargne à rendement élevé, était de 0. Ma première pensée a été le vol d'identité. Un pirate informatique dans un sous-sol à l'autre bout du monde avait franchi mon pare-feu. J'ai immédiatement lancé le protocole. Je suis bon dans ce domaine. Mon travail consiste à suivre l'argent. J'ai récupéré les journaux d'accès de mon routeur et de mon serveur personnel. J'avais besoin de voir l'adresse IP. J'étais prêt à voir un serveur proxy de Russie ou de Chine. Mais quand le journal est apparu, je me suis figé. L'accès ne venait pas de l'extérieur. Il venait d'un appareil nommé un MacBook Pro de Caleb. J'ai arrêté de respirer. J'ai littéralement arrêté de respirer. J'ai fixé ce nom à l'écran jusqu'à ce que les lettres commencent à se brouiller. Caleb, mon jeune frère. Il était chez mes parents depuis 3 mois après que son propriétaire l'ait expulsé. Mes parents vivent à environ 20 minutes de chez moi. Mais voici le truc. J'avais donné à Caleb mon mot de passe Wi-Fi il y a 6 mois quand il était venu pour Thanksgiving. Son ordinateur portable s'était automatiquement connecté à mon réseau, mais il n'était pas chez moi. Il était chez maman et papa. J'ai creusé plus profondément. J'ai vérifié les journaux de bureau à distance. Quelqu'un avait utilisé TeamViewer pour accéder à mon bureau à distance. La connexion provenait de l'adresse IP de la maison de mes parents. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing physique dans le ventre. Ce n'était pas un étranger. C'était mon frère. Il s'était connecté à mon ordinateur à distance, probablement en devinant mon mot de passe car, stupidement, j'utilisais une variation du nom de notre chien d'enfance pour ma connexion personnelle et avais viré l'argent à un échange de crypto-monnaie. Il m'a volé 20 000 $. La rage qui a suivi n'était pas brûlante. Elle était glaciale. Elle a commencé dans mon estomac et s'est étendue jusqu'au bout de mes doigts. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté la tasse de café. J'ai juste pris mon téléphone et composé son numéro. Ça a sonné, sonné, sonné. Allô? Sa voix était pâteuse. Ou peut-être faussement pâteuse. Caleb, dis-je. Ma voix me semblait étrange à mes propres oreilles. Calme, détaché, mécanique. As-tu apprécié le virement? Silence, silence mortel à l'autre bout. Puis un bruit de froissement comme s'il se redressait dans son lit. Quoi, Mason?
De quoi tu parles? Il est 2 heures du matin. Les 20 000 $, Caleb, le virement que tu viens d'initier depuis mon ordinateur via un bureau à distance. Celui qui est allé à un échange de crypto-monnaies. Je ne sais pas de quoi tu parles, mec. Tu es fou. Peut-être que tu as été piraté. Il bégayait. Il a toujours été un piètre menteur. L'adresse IP est celle de la maison de papa et maman. Caleb, l'appareil est ton MacBook. Ne me mens pas. Tu as volé 20 000 $. Écoute, Mason, calme-toi. Ok. Son ton est passé instantanément du déni à la défensive. C'est la marque de Caleb. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai emprunté. Je vais le doubler. J'ai une chose sûre. Cette nouvelle pièce, elle va aller sur la Lune, mec. J'allais le remettre avant même que tu te réveilles. Tu l'as transféré à un échange de crypto-monnaies? Tu es fou? Je me suis levé, arpentant mon petit bureau. Transfère le tout de suite. Je ne peux pas, a-t-il murmuré. Qu'est-ce que tu veux dire tu ne peux pas? Je l'ai déjà mis en levier. C'est bloqué dans un contrat intelligent pendant 24 heures. Mais écoute, Mason, fais-moi confiance, d'ici demain soir, ça vaudra 40 000 $. Je te rendrai 25. Sérieusement. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus écouter un seul mot de sa logique d'addict aux jeux délirante. J'étais sur le point de composer le 911. Mon doigt planait au-dessus du clavier. C'était un vol qualifié. C'était un crime. C'était de la prison. Puis mon téléphone sonna. Ce n'était pas la police. C'était papa. Caleb, le lâche, avait immédiatement couru dans le couloir pour réveiller papa. Mason. La voix de papa était rauque, lourde de sommeil, mais ferme. N'appelle pas la police. Il a volé 20 000 $, papa. Il a piraté mon ordinateur. Je sais. Je sais. Il m'a dit qu'il avait fait une erreur. Il est paniqué. Mais tu ne vas pas ruiner la vie de ton frère pour de l'argent. Ruiner sa vie? Il a ruiné sa propre vie. C'est mon argent, papa. Nous en discuterons demain matin. Viens ici maintenant. Nous devons gérer cela en famille. J'appelle la police, dis-je, ma main tremblant. Si tu appelles la police, dit papa, sa voix baissant d'une octave, devenant dangereuse. Tu ne mettras plus jamais les pieds dans cette maison. Tu m'entends? C'est ton frère. La famille est de la famille. Monte dans ta voiture et viens ici. Nous allons arranger ça. Je restais là dans le bureau sombre. Le silence de la maison s'abattant sur moi. J'ai regardé le compte bancaire vide à l'écran. J'ai regardé le téléphone. J'ai senti un étrange changement en moi. Un engrenage qui tourne, un verrou qui se met en place. D'accord, dis-je doucement. J'arrive dans 20 minutes. J'ai attrapé mes clés. Je n'ai pas appelé la police parce que, en marchant vers ma voiture, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu exactement quel compte Caleb avait vidé. Dans sa hâte, dans son avidité, il n'avait pas vérifié le nom du titulaire du compte. Il a juste vu « épargne » et un gros chiffre. Il pensait qu'il avait volé mon argent. Papa pensait qu'il avait volé mon argent. Et cela m'a donné une idée. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents comme dans un rêve. Les rues étaient vides. Les lampadaires passaient en un clignotement stroboscopique. Ma prise sur le volant était si forte que mes jointures étaient blanches. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement fait demi-tour et roulé jusqu'au commissariat, il faut comprendre la dynamique de notre famille. Et plus important encore, il faut comprendre l'histoire de ce compte bancaire spécifique. J'ai toujours été le responsable, le plus ennuyeux, celui qui est allé à l'université, a obtenu un diplôme en finance, est devenu expert comptable, a obtenu un emploi stable avec un salaire et un plan de retraite. Caleb. Caleb était l'esprit sauvage. C'est ce que maman l'appelait. C'était le rêveur. Il a abandonné l'université pour lancer une entreprise de dropshipping. Échec. Puis il a essayé d'être trader en bourse. Échec. Puis un influenceur. Échec. Chaque fois qu'il s'écrasait, papa était là avec l'extincteur et un chéquier.
Mais il y a 2 ans, la dynamique a changé. Le mariage de mes parents était houleux depuis une décennie. Ils ne sont pas divorcés, mais ils vivent des vies parallèles. Maman passe son temps à l'église et avec son club de jardinage. Papa passe son temps au golf et à investir. Papa avait hérité d'une parcelle de terrain de sa grand-tante au Texas. Maman ne le savait pas. C'était un morceau de terre étrange, oublié, que personne ne pensait valoir quoi que ce soit jusqu'à ce qu'une compagnie pétrolière décide d'y faire passer un pipeline. Papa l'a vendu discrètement. Il a empoché environ 150 000 $ après impôt. Il n'en a pas parlé à maman. Il n'en a certainement pas parlé à Caleb. Il m'a appelé. Je me souviens clairement du jour. Il m'a emmené déjeuner dans un restaurant de grillades, ce qu'il faisait rarement. Il a commandé un scotch, m'a regardé dans les yeux et a glissé un chèque sur la table. J'ai besoin d'une faveur, Mason, dit-il. J'ai regardé le chèque. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est ma retraite. Ma vraie retraite, pas la misère que ta mère et moi avons sur le compte joint. Il s'est penché, baissant la voix. Si ta mère découvre ça, elle voudra rénover la cuisine ou faire une croisière ou le donner à l'église. Si Caleb le découvre, il frissonna. Il m'en dira chaque centime jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu ouvres un compte à ton nom. Tu le gères. Garde-le en sécurité. Fais-le fructifier si tu peux, mais surtout, garde-le caché. Je te donnerai 5% des intérêts qu'il rapporte comme frais de gestion. Mais sur le papier, c'est ton argent. Si quelqu'un demande, c'est ton épargne. J'étais hésitant. Papa, cacher des actifs n'est pas exactement, ce n'est pas cacher des actifs, Mason, m'interrompit-il, coupant sa viande. C'est la protection d'actifs. Je protège notre avenir. Quand je serai trop vieux pour travailler, cet argent est ce qui me tiendra hors d'une maison de retraite publique. Je te fais confiance. Tu es le plus intelligent. Tu es le plus intelligent. C'était l'hameçon. Je voulais son approbation. J'ai toujours voulu son approbation. Alors, je l'ai fait. J'ai ouvert un compte d'épargne à rendement élevé à mon nom, mais je l'ai surnommé, projeté, dans mon grand livre personnel. J'ai déposé l'argent. Au cours des 2 dernières années, papa y avait pioché quelques fois, toujours pour des urgences, toujours secrètement, mais la plupart du temps, il restait là, accumulant des intérêts. Au moment où Caleb a piraté mon ordinateur, ce compte avait environ 20 000 $ en espèces liquides. Le reste, je l'avais bloqué dans des obligations à long terme qui ne pouvaient pas être touchées facilement. Caleb, étant paresseux, avait pris l'argent liquide. Mais voici où le couteau de la ruine financière se tord. Papa suppose qu'il croit fermement que j'ai ma propre épargne. Et c'est vrai. J'ai une somme substantielle économisée parce que je vis en dessous de mes moyens, mais mon argent personnel est dans une banque complètement différente spécifiquement pour éviter de mélanger des fonds avec la cachette secrète de papa. Caleb n'a pas piraté ma banque. Il a piraté la banque où je gardais l'argent de papa. Mais cette nuit-là, en conduisant vers leur maison, j'ai réalisé qu'aucun d'eux ne le savait. J'ai repensé à toutes les fois où papa avait sorti Caleb du pétrin. Quand Caleb a eu un DUI il y a 3 ans, papa a payé 5 000 $ à l'avocat et m'a dit « Ne le dis pas à ta mère ». Quand Caleb a accumulé 12 000 $ de dettes de carte de crédit pour acheter des stocks pour son entreprise de sneakers ratés, papa les a remboursés. Il apprend, Mason, laisse-le tranquille. Quand Caleb a volé mon identité pour ouvrir un compte de service public pour son appartement parce que son score de crédit était de 4 cents, papa m'a fait promettre de ne pas porter plainte. C'est ton frère. Il avait besoin de lumière. J'ai toujours été le coussin. On s'attendait toujours à ce que j'absorbe l'impact des désastres de Caleb. Mais pas cette fois. Alors que je garais ma voiture dans leur allée, voyant les lumières allumées dans le salon à 3 heures du matin, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme s'installer en moi. C'était le calme d'un homme qui venait de réaliser qu'il détenait une quinte flush royale tandis que ses adversaires bluffaient avec une paire de 2. J'ai coupé le contact. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué, oui, mais j'ai esquissé un sourire. Un sourire triste, vaincu, complaisant. Si papa voulait jouer la carte, la famille est de la famille, j'allais le laisser jouer. J'allais le laisser jouer jusqu'à la fin amère.
Je suis monté les marches et j'ai ouvert la porte d'entrée. La maison sentait le café éventé et l'anxiété. Je suis entré dans le salon. C'était une scène que j'avais déjà vue une douzaine de fois, juste avec des enjeux différents. Maman dormait à l'étage. Papa avait réussi à garder sa secret d'elle. Naturellement, le club des hommes dysfonctionnels était en session. Caleb était assis sur le canapé, la tête entre les mains, ressemblant à une figure tragique dans un mauvais feuilleton. Il portait son pyjama. Il a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux cernés de rouge. De fausses larmes, une vraie panique. Avec Caleb, c'était toujours 50-50e. Papa se tenait près de la cheminée, les bras croisés, vêtu de sa robe de chambre. Il avait l'air furieux, mais en m'approchant, j'ai réalisé que la fureur n'était pas dirigée contre le voleur. Elle était dirigée contre la situation. « Tu es là » dit papa. Pas de bonjour, pas de je suis désolé. « Je suis là » dis-je, gardant ma voix basse. « Où est l'argent, Caleb ?» Caleb renifla. « Je te l'ai dit, Maïs. Il est dans l'échange. Je ne peux pas le bouger avant 24 heures, mais le graphique monte. Je jure que d'ici demain midi, je peux te rembourser et garder le profit. Tu as volé 20 000 $, ai-je répété, ignorant ces absurdités de crypto-frère. C'est du vol. C'est de la prison. Arrête de dire ça, claqua papa. Il s'approcha et se tint entre moi et Caleb, me bloquant physiquement de mon frère. Personne n'ira en prison. Baisse la voix. Ta mère dort. Papa, il a piraté mon ordinateur, dis-je, mettant juste la bonne dose d'incrédulité dans ma voix. Il a utilisé un outil d'accès à distance et raté. Cela demande de la planification. Il n'est pas tombé dessus par hasard. Il m'espionnait. Je n'espionnais pas, cria Caleb. Je l'ai installé il y a un moment juste au cas où j'aurais besoin d'emprunter un fichier ou quelque chose. J'étais désespéré, maçonne. Je dois de l'argent à des gens. Des mauvaises personnes. Si je ne trouvais pas 20 000 $ d'ici vendredi, ils allaient me casser les jambes. C'était ça. L'excuse du prêteur sur gage louche. Un classique de la compilation des plus grands succès de Caleb. Alors, tu voles ta famille, demandai-je. Je l'empruntais. Assez. Papa claqua sa main sur la table basse. Maçonne, assieds-toi. Je ne me suis pas assis. J'ai tenu bon. Je veux mon argent, papa. Ou je porte plainte à la police. J'ai les journaux. J'ai la preuve. Papa prit une profonde inspiration. Il se massa les tempes. Puis il me regarda avec ce regard. Le regard d'un patriarche déçu face à un sujet rebelle. Maçonne, commença-t-il, sa voix prenant ce ton de sermon. Regarde ton frère. Regarde-le. Il est en désordre. Il a peur. Il a pris une terrible décision. Un crime, ai-je corrigé. Une erreur, aboya papa. Il est endetté. Il se noie. Toi, tu vas bien. Tu viens d'avoir cette promotion le mois dernier, n'est-ce pas? Tu as tes investissements. Tu as ton appartement. Tu n'as pas d'enfant, pas de dette. J'ai cligné des yeux. Je savais où cela allait, mais l'entendre à voix haute était toujours à couper le souffle. Donc, parce que je suis responsable, je mérite d'être volé? Ce n'est pas du vol, dit papa, faisant un geste de la main dédaigneux. C'est la famille. La famille est de la famille. Quand vous étiez enfant, si Caleb tombait, tu le ramassais. C'est ton travail. Tu es l'aîné. Je ne suis pas son distributeur automatique, papa. Ne sois pas avare, maçonne, siffla papa. Le mot resta suspendu dans l'air. Avare. Je suis avare. J'ai ri. Un rire sec et sans humour. Il m'a pris 20 000 $. Et tu en as plus, rétorqua papa. Tu en as plein. Écoute-moi. Si tu appelles la police, Caleb va en prison. Sa vie est finie. Est-ce ce que tu veux? Veux-tu être la raison pour laquelle ton frère a un casier judiciaire? Veux-tu briser le cœur de ta mère? Chantage émotionnel. Culpabilité transformée en arme. Il appuyait sur tous les bons boutons.
Alors, qu'est-ce que tu proposes, papa, demandai-je. Je subis juste une perte de 20 000 dollars? Papa regarda Caleb, puis moi. Il bomba le torse. Oui, tu laisses tomber. Je le fixai. Laisse tomber. Considère cela comme une contribution, dit papa, luttant pour trouver les mots. Une contribution pour sauver ton frère. Il te remboursera un jour. Nous savions tous que c'était un mensonge. Mais pour l'instant, tu l'annules. Tu ne le signales pas. Tu n'en parles pas à ta mère. Tu effaces la dette. Je regardais Caleb. Il me regardait entre ses doigts, retenant son souffle. Il ressemblait à un enfant attendant de voir s'il allait avoir une punition ou une glace. Je regardais papa. Il était défiant, arrogant dans sa demande. Il croyait vraiment avoir le droit de redistribuer ma richesse parce qu'il était le père. Mais il avait oublié un tout petit détail crucial. Il avait oublié que le compte d'épargne que Caleb avait vidé était le compte qu'il m'avait demandé d'ouvrir. À ce moment-là, j'ai eu un choix. Je pouvais crier « C'est ton argent, vieil idiot ». Je pouvais révéler le secret. Je pouvais les regarder paniquer. Mais si je faisais ça, papa forcerait Caleb à le rembourser. Ou papa vendrait quelque chose pour le remplacer. Ou pire, papa me blâmerait de l'avoir laissé voler. Il le tordrait. Alors, c'était ma faute d'avoir une sécurité faible. Non, ce n'était pas une punition suffisante. Je devais bloquer ça. Je devais m'assurer qu'il n'y avait pas d'échappatoire pour eux quand la vérité éclaterait. D'accord, dis-je. Ma voix était douce. Papa cligna des yeux, surpris de la rapidité avec laquelle j'avais cédé. D'accord, répétai-je. Tu veux que je laisse tomber? Tu veux que je considère ces 20 000 dollars comme un cadeau à Caleb pour le sortir du pétrin? Tu me dis, en tant que père, que je ne dois pas m'attendre à récupérer cet argent et que je ne dois pas impliquer les autorités. Oui, dit papa, exhalant un énorme soupir de soulagement. Exactement. C'est ce qu'un chrétien ferait. C'est ce qu'un bon frère fait. Et tu promets, dis-je, regardant papa droit dans les yeux, que nous ne parlerons plus jamais de cet argent. Que la dette est réglée. Je promets, dit papa. C'est enterré. Fini. Merci, Maïs, couina Caleb. Sérieusement, merci. Tu ne le regretteras pas, j'ai regardé mon frère. Je sais que non. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Demanda papa, suspicieux. Juste désactiver l'alerte de fraude, mentis-je. J'ai ouvert mon application d'enregistrement vocal et arrêté l'enregistrement que j'avais commencé au moment où j'étais entré dans la maison. Je rentre chez moi, dis-je. Je suis fatigué. Bon garçon. Papa me tapota l'épaule. Une tape lourde et condescendante. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Je suis sorti de la maison dans l'air frais de la nuit. Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné au coin de la rue et je me suis arrêté. J'ai rejoué l'enregistrement. La voix de papa était limpide. Ne sois pas avare. Considère cela comme une contribution. Tu l'annules. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Il voulait que je laisse tomber. Alors, je l'ai fait. J'ai laissé tomber le fonds de retraite de papa. Le lendemain matin, le soleil s'est levé, mais je n'ai pas ressenti le malaise habituel du manque de sommeil. Je me sentais plein d'énergie. J'avais du travail à faire. J'ai pris une journée de congé à mon cabinet. J'ai dit que j'étais malade une journée pour la santé mentale, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. J'avais une réunion très importante à organiser. J'ai appelé Elena. Elena est mon amie depuis l'université. C'est une avocate spécialisée dans les contrats. Aussi affûtée qu'une attaque et 2 fois plus dangereuse. C'est aussi la seule personne en dehors de ma famille qui était au courant du fonds secret de papa, car elle m'avait aidé à rédiger l'accord de gestion original que papa avait refusé de signer parce qu'il ne voulait pas laisser de traces écrites. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, loin de là où papa ou Caleb auraient pu nous repérer. Laisse-moi bien comprendre, dit Elena, me regardant par-dessus son café au lait. Caleb a volé 20 000 dollars. Ton père pense que c'est ton argent et t'a dit d'assumer la perte, mais c'est en fait l'argent de ton père. Et tu as accepté.
J'ai accepté de laisser tomber, ai-je corrigé. Je l'ai sur bande. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Elle écoutait, ses sourcils montant de plus en plus haut. Quand ce fut fini, elle laissa échapper un léger sifflement. Mason, c'est diabolique, dit-elle, un sourire se répandant sur son visage. J'adore ça, mais tu dois te couvrir. Légalement, tu es le dépositaire de ce compte. Si ton père se retourne contre toi et te poursuit pour mauvaise gestion ou négligence, tu as besoin de preuves qu'il a autorisé cette utilisation des fonds. C'est pour ça que je suis là, dis-je. Comment puis-je le bloquer sans révéler le secret? Elena tapota son stylo sur la table. Courriel de confirmation informel. Crée une trace écrite qui donne l'impression que tu es juste un bon fils, confirmant la résolution familiale. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger l'email parfait. Il devait être suffisamment vague pour ne pas déclencher la paranoïa de papa concernant le fonds secret, mais suffisamment spécifique pour identifier la transaction. Objet, résolution du problème de la nuit dernière. Cher papa, je voulais juste confirmer notre conversation de la nuit dernière pour pouvoir tourner la page mentalement. À ta demande, j'annule tout dépôt de plainte concernant le virement non autorisé de 20 000 $ du compte d'épargne sous ma gestion, le 15 avril. Je comprends que tu souhaites que cela soit traité comme une aide familiale pour Caleb et que je dois laisser tomber et ne pas demander de remboursement. Je le fais par respect pour toi et la famille. J'espère que cela aidera Caleb à se remettre sur pied. Avec tout mon amour, Mason. J'ai appuyé sur envoyer. Maintenant, le jeu de l'attente. Papa est nul avec la technologie, mais il consulte ses emails sur son téléphone. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Une réponse de papa. Merci, mon fils. Je suis fier de toi. Allons de l'avant. N'en parle pas à ta mère. Boum. Signé, scellé, livré. J'ai montré l'email à Elena. Elle m'a fait un high five. Tu es légalement blindé. Il a explicitement autorisé le pardon de la dette concernant ce virement. Il pense qu'il te pardonne une dette, mais la formulation « compte d'épargne sous ma gestion » couvre le fonds secret. Mais je n'avais pas fini. Je suis allé à la banque cet après-midi-là. La banque où se trouvait mon vrai argent. J'avais une somme importante d'économie. Ironiquement, presque exactement le même montant que papa avait dans son fonds secret, plus quelques investissements. J'ai tout déplacé. J'ai fermé mes comptes à la banque que papa utilisait. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une institution financière complètement différente. J'ai configuré l'authentification à 2 facteurs avec une clé matérielle. J'ai changé tous les mots de passe que je possédais. J'ai effectué une analyse antivirus de qualité militaire sur mon ordinateur portable et, juste pour être sûr, j'ai effacé le disque dur et réinstallé le système d'exploitation. J'ai effacé les empreintes digitales numériques de Caleb de ma vie. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Caleb. Et, frérot. Le crypto a chuté. J'ai tout perdu. Désolé, mais merci d'avoir été cool à ce sujet. Papa dit que tu es un héros. J'ai fixé le texte. J'ai tout perdu. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il n'y avait aucune certitude. Il l'avait probablement jeté dans une escroquerie de type pump and dump ou l'avait simplement joué au poker en ligne. Il n'était pas désolé. Le LOL le prouvait. Il pensait s'en être tiré. Il pensait que la banque de Mason était ouverte et que la peine pour vol était une réprimande sévère et un câlin. Je n'ai pas répondu. Je me suis versé un verre de vin, me suis assis sur mon balcon et j'ai regardé les lumières de la ville. J'ai ressenti un étrange sentiment de deuil. Je pleurais le frère que j'aurais aimé avoir. Je pleurais le père que j'aurais aimé avoir, mais surtout, j'attendais. Je connaissais le mode de fonctionnement de papa. Il ignorait le fonds secret pendant des mois, le laissant fructifier. Mais finalement, il voudrait vérifier son pécule. Ou il trouverait un autre investissement. Cela a pris 3 mois. L'été est arrivé. L'humidité dans la ville a augmenté et le silence entre ma famille et moi aussi. J'ai arrêté d'aller au dîner du dimanche. J'ai dit à maman que j'étais occupé par le travail. Papa n'a pas insisté. Il pensait probablement que je boudoyais toujours à cause de l'argent. Il aimait ça. Il aimait penser que je faisais un sacrifice pour lui. Cela nourrissait son ego.
Puis vint l'appel téléphonique. Le 12 juillet. J'étais à mon bureau au travail quand papa a appelé. Il était 10h30. Mason. Il avait l'air excité, essoufflé. Il faut que tu passes ce soir. Et apporte l'ordinateur portable. Qu'est-ce qu'il y a, papa, demandai-je, gardant ma voix neutre. Je l'ai trouvé, dit-il. Une saisie immobilière, une propriété commerciale juste à l'extérieur de la ville. Le gars est désespéré. Il a besoin d'argent rapidement. Si je peux verser un acompte d'ici vendredi, je peux le revendre le double dans un an. C'est l'affaire d'une vie. D'accord, dis-je. Combien as-tu besoin? Tout, dit-il. Retire tout. Tout le fonds. Apporte-moi un chèque de banque ou en fait, apporte-moi juste l'accès. Nous le virerons directement depuis ton ordinateur ce soir. Je veux montrer au vendeur la preuve des fonds demain matin. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'était ça. Bien sûr, papa, dis-je. Je serai là à 19h. J'ai raccroché. Je suis resté là un instant, écoutant le bourdonnement de la climatisation du bureau. Je me sentais malade, pas effrayé, malade, comme si j'étais sur le point d'assister à un accident de voiture dont j'avais coupé les freins. J'ai imprimé le relevé bancaire du compte se terminant par 4490. Je l'ai mis dans une enveloppe manille impeccable. J'ai mis l'enveloppe dans ma mallette. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents. L'atmosphère était festive. Maman était partie à son club de lecture. Papa a toujours programmé ces choses quand elle était absente. Caleb était là, mangeant une pizza sur le canapé, l'air détendu. Il avait clairement oublié tout l'incident d'avril. Pourquoi pas? Il n'avait eu aucune conséquence. Mason. Papa m'a salué avec un large sourire. Il m'a versé un scotch. Faites ce soir, les gars. Cette propriété va nous installer. Je pense enfin prendre ma retraite l'année prochaine. Il dépensait l'argent dans sa tête. Il était déjà en train de rénover la cuisine, d'acheter le bateau. Ça a l'air super, papa, dis-je, prenant le verre. Je ne l'ai pas siroté. Très bien, passons aux choses sérieuses. Papa se frotta les mains. Ouvre la boîte magique. Voyons le total. Avec les intérêts, nous devrions être bien assis. J'ai posé ma mallette sur la table à manger. Caleb est venu, mâchant une tranche de pepperoni. Je peux avoir ma part pour le soutien émotionnel, a-t-il plaisanté. Je n'ai pas souri. J'ai ouvert la mallette. Je n'ai pas sorti mon ordinateur portable. J'ai sorti l'enveloppe manille. Je n'ai pas apporté l'ordinateur, dis-je. Mais j'ai apporté le dernier relevé. Papa avait l'air confus. Pourquoi? Nous devons le transférer. Lisez-le d'abord, dis-je, faisant glisser l'enveloppe sur la table en acajou. Papa l'a prise. Il a ouvert le rabat. Il a sorti la seule feuille de papier. Il a ajusté ses lunettes de lecture. Il a fixé le papier. Le silence qui a suivi était pesant. Il était épais. On pouvait s'y noyer. Mason, dit papa, sa voix tremblant légèrement. C'est une blague? Pas de blague, dis-je. Il dit que le solde est de 42,18 $. Papa leva les yeux écarquillés, confus. Où est l'argent? Il devrait y avoir plus de 20 000 $ ici. Où est le reste? Caleb a arrêté de mâcher. Il a regardé le papier, puis moi. Où est mon argent, Mason? La voix de papa monta. L'as-tu transféré dans un fonds différent? Non, dis-je calmement. Il a été retiré. Le 15 avril. Papa fronça les sourcils. Son front se plissa tandis que son cerveau essayait de relier les points. Le 15 avril. Il se figea. Il regarda Caleb. Le visage de Caleb prit la couleur du lait caillé. Il laissa tomber la croûte de pizza. Attends, murmura papa. Il se tourna vers moi. Le 15 avril. C'était la nuit où Caleb a piraté mon ordinateur, dis-je. La nuit où il a transféré 20 000 $ à un échange de crypto-monnaie. Mais papa secoua la tête,
ressemblant à un homme essayant de résoudre une équation de physique tout en tombant d'une falaise. Mais c'était ton argent, tu as dit. Nous avons convenu. C'était ton épargne. Non, papa, dis-je en me penchant en avant. Papa poussa un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un sifflement strident et étouffé. Il agrippa le bord de la table. Toi, il pointa un doigt tremblant vers moi. Tu l'as laissé faire. Tu me l'as dit. Tu m'as dit de laisser tomber, dis-je, ma voix coupant l'air comme un rasoir. Tu m'as dit de ne pas être avare. Tu m'as dit que la famille est de la famille. Tu m'as dit de l'annuler comme une contribution pour sauver mon frère. Je pensais que c'était ton argent, rugit papa. Il balaya le verre de scotch de la table. Il se brisa contre le mur. Tu m'as trompé. Je ne t'ai pas trompé. Je me suis levé. J'ai fait exactement ce que tu as demandé. Tu as insisté pour que je pardonne la dette. Tu m'as envoyé un email le confirmant. Tu te souviens. Fier de toi, mon fils. Allons de l'avant. Papa se tourna vers Caleb. Caleb reculait vers le salon. Papa, je ne savais pas. Je jure. Je pensais que c'était l'argent de Mason. Je pensais qu'il était riche. Tu as volé mon argent. Papa marcha vers lui. Il n'était plus le patriarche protecteur. Il était un prédateur. Tu as jeté ma retraite dans une escroquerie de crypto-monnaie. C'était un accident, hurla Caleb. Et toi? Papa se retourna vers moi. Tu as laissé faire ça. Tu aurais pu l'arrêter. Tu aurais pu appeler la police. J'ai essayé, criai-je en retour, laissant enfin éclater ma colère. J'ai essayé d'appeler la police. J'étais en train de composer le 911 quand tu m'as appelé. Tu as menacé de me renvoyer de la famille si je le dénonçais. Tu as protégé le voleur parce que tu pensais que j'étais la seule victime. Rends-le, siffla papa, tendant la main. Donne-moi l'argent. Je sais que tu as de l'argent, Mason. Arrange ça. Fais-moi un chèque maintenant. Non, dis-je. Quoi? Non. Cet argent est parti, papa. Caleb l'a perdu. Et je ne suis pas ton assurance. Je ne suis pas ta banque. Tu voulais le sortir du pétrin. Félicitations. Tu viens de le faire avec ton propre argent. Je te poursuivrai en justice, hurla papa. La salive volait de sa bouche. Je te poursuivrai pour chaque centime. Vas-y, je sortis mon téléphone. J'ai tapoté l'écran et j'ai joué l'enregistrement. Ne sois pas avare, Mason. Considère cela comme une contribution. Tu l'annules. La famille est de la famille. La voix de papa remplit la pièce, le moquant. Il fixa le téléphone. Il regarda Caleb. Il regarda le verre brisé. Il réalisa qu'il était piégé dans une cage qu'il avait lui-même construite. La violence n'était pas cinématographique. Elle était pathétique. Papa n'a pas frappé Caleb. Il s'est jeté sur lui et l'a attrapé par le col de son t-shirt. Ils se sont battus maladroitement dans le salon, renversant une lampe. Espèce de parasite inutile. Papa hurlait. C'était tout. C'était l'argent de mon pipeline. Lâche-moi. Caleb a poussé papa. Papa a trébuché en arrière et est tombé sur le canapé, respirant difficilement, se serrant la poitrine. Arrêtez, criai-je, bien que je n'ai pas bougé pour intervenir. Arrêtez tous les deux. Papa lança à Caleb un regard de pure haine. C'était la première fois que je le voyais regarder l'enfant chéri sans les lunettes roses. L'argent était parti. Le sort était brisé. Dehors, souffla papa. Papa, attends, plaida Caleb. Dehors, rugit papa. Sors de ma maison. Voleur. Tu as volé ton propre père. Je ne l'ai pas fait exprès. Caleb pleurait maintenant, des sanglots laids. Il me regarda. Mason, dis-lui. Aide-moi. J'ai regardé Caleb. J'ai regardé le frère qui m'avait brimé, utilisé et volé. Toujours caché derrière les jambes de papa. Je ne peux pas t'aider, Caleb, dis-je. Je suis juste l'avare. Tu te souviens. Caleb a couru hors de la porte d'entrée.
Nous avons entendu sa voiture démarrer et s'éloigner de l'allée. Le silence est revenu dans la pièce. Papa était assis sur le canapé, la tête dans les mains. Il avait l'air vieux, soudainement incroyablement vieux. Mason, murmura-t-il. Il ne leva pas les yeux. Arrange ça, s'il te plaît. Je sais que tu as des économies. Tu dois m'aider. Si ta mère le découvre, maman ne le découvrira pas par moi, dis-je. Mais je ne te donne pas un centime. Papa leva les yeux. Ses yeux étaient mouillés. Comment peux-tu être si cruel? Je suis ton père et c'est mon frère. Je montrai la porte vide. Tu m'as appris que la famille est de la famille. Eh bien, tu viens de l'aider. Tu lui as donné 20 000 $. Tu devrais être fier. C'était un cadeau très généreux. Ce n'était pas un cadeau. C'était quand c'était mon argent, dis-je froidement. Ce n'est devenu un vol que lorsque cela s'est avéré être le tien. J'ai ramassé ma mallette. Où vas-tu? Demanda papa, la panique montant dans sa voix. Je rentre chez moi. J'ai du travail demain. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, papa. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de dire à une victime de se taire et de l'accepter. J'ai marché vers la porte. Mason, cria papa. Si tu passes cette porte, ne reviens pas, je me suis arrêté. Je me suis retourné une dernière fois. Papa, dis-je, tu as utilisé cette menace il y a 3 mois. Ça a marché alors. Ça ne marche plus maintenant parce que j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de toi. Tu as besoin de moi et tu viens de me perdre. Je suis sorti. J'ai refermé doucement la porte derrière moi. Je suis monté dans ma voiture. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je me sentais léger. J'avais l'impression de venir de laisser tomber un lourd sac à dos que je portais depuis 30 ans. Mon téléphone a commencé à exploser immédiatement. Des SMS de papa. Des appels de Caleb. Mason, s'il te plaît. Espèce d'ingrat. Nous pouvons arranger ça. Je ne les ai pas bloqués. Pas encore. Je voulais les voir paniquer. Je voulais voir les conséquences se dérouler. J'ai roulé vers chez moi, l'horizon de la ville scintillant devant moi. J'ai pensé aux 20 000 $. C'était beaucoup d'argent, mais en m'engageant sur l'autoroute, j'ai réalisé que c'était le meilleur argent que j'avais jamais dépensé. C'était le prix de ma liberté. Le silence de mon nouvel appartement était différent du silence de mon ancien bureau à domicile. Ce n'était pas le silence lourd et étouffant de l'anxiété ou le jeu de l'attente. C'était le silence de la paix. Cela fait exactement 14 mois que je suis parti de la maison de mes parents, laissant un verre de scotch brisé et une famille brisée sur le sol. 14 mois sans contact. 14 mois à bloquer les numéros inconnus. 14 mois à respirer enfin un oxygène qui n'était pas contaminé par la culpabilité. J'étais sur mon balcon, tenant une tasse d'espresso fait avec une machine qui coûtait plus cher que ma première voiture. Regardant l'horizon. C'était un samedi matin. L'air était vif. Mon téléphone a vibré sur la table du patio. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas ressenti cette ancienne poussée de cortisol. Je l'ai pris. C'était une notification de mon portefeuille d'investissement. Mes actifs personnels, ceux que j'avais agressivement protégés et transférés dans une nouvelle institution, avaient augmenté de 12% ce trimestre. Je venais de conclure un accord au travail qui me garantissait ma promotion au poste d'analyste senior. Mon salaire avait presque doublé. J'avais une petite amie, Sarah, qui connaissait toute l'histoire et, contrairement à ma famille, respectait mes limites. La vie était belle. Elle était ennuyeuse, stable et incroyablement bonne. Mais l'univers a une façon d'équilibrer les choses. On ne peut pas avoir autant de paix sans que quelqu'un d'autre ne paie le prix du chaos. Le buzzer de mon immeuble a sonné. J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais personne. J'ai vérifié l'interphone vidéo. C'était une femme. Elle portait un grand chapeau de soleil et des lunettes de soleil, l'air de vouloir passer incognito, mais échouant lamentablement. C'était tante Karen. La sœur de papa, l'historienne officielle de la famille et la cuillère à mélanger officieuse. J'ai hésité à la laisser entrer. Vraiment. Mais la curiosité est une chose dangereuse. Et une partie de moi,
la partie qui avait souri en repartant cette nuit-là, voulait savoir. Je voulais l'épilogue. Montez, dis-je dans l'interphone. 5 minutes plus tard, tante Karen était assise sur mon canapé en cuir blanc, regardant mon appartement avec un mélange d'émerveillement et de jugement. Elle serrait son sac à main comme s'il contenait des secrets d'État. « Tu t'es bien débrouillé, Mason, dit-elle, sa voix tendue. « Très bien, étant donné quoi, tante Karen, demandai-je, posant un dessous de verre pour son verre d'eau. Je ne lui ai pas offert de café. Le café est pour les invités. Que je veux faire rester. Étant donné que tu as abandonné ta famille dans l'horreur la plus sombre, claqua-t-elle. C'était ça, la tentative de culpabilisation. Elle est arrivée à l'heure, comme un train de banlieue. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, croisant les jambes. Je n'ai abandonné personne. Je me suis retiré d'une scène de crime. Il y a une différence. Comment vont-ils? Karen soupira. Une longue expiration dramatique qui fit teinter ses bijoux. C'est grave, Mason. C'est catastrophique. Elle se pencha, ses yeux écarquillés par le frisson du commérage déguisé en préoccupation. Ton père a perdu la maison. J'ai cligné des yeux. Je m'attendais à de mauvaises nouvelles, mais pas si vite. La maison, celle où ils ont vécu pendant 30 ans. Saisie, murmura-t-elle le mot comme une malédiction. Après ton départ après l'incident avec l'argent, ton père a sombré. Il était obsédé par cette affaire de propriété commerciale. Il était convaincu que c'était le seul moyen de récupérer l'argent que Caleb avait perdu. Il a essayé d'hypothéquer la maison pour obtenir un prêt d'argent rapide parce qu'il n'avait pas la compte en espèces. J'ai hoché la tête lentement. Cela ressemblait exactement à papa, doublant la mise sur une mauvaise main. Il a obtenu le prêt, continua Karen. Taux d'intérêt élevé, truc de prédateur. Il a tout mis dans l'affaire, mais la propriété commerciale avait une hypothèque qu'il ne connaissait pas. L'affaire a échoué. Les investisseurs se sont retirés. Les prêteurs d'argent rapide sont venus réclamer et ils n'avaient pas de liquidité. Ils n'avaient rien, Karen dit, parce que le fonds secret était parti. Elle me regarda d'un air significatif. Elle était au courant du fonds maintenant. Évidemment, dans la dispute qui a suivi mon départ, papa avait tout raconté. Alors, ils sont sans abri, demandai-je, gardant ma voix neutre. Ta mère a emménagé dans un petit appartement près de l'église. Elle ne va pas bien. Elle est humiliée. Elle a dû démissionner du conseil d'administration du club de jardinage. Tu sais à quel point ça comptait pour elle. Et papa, il vit dans un motel sur la route 9. Il conduit pour une application de covoiturage. Il dit qu'il est consultant, mais nous savons tous, j'ai regardé par la fenêtre. Il y a 1 an, papa se vantait de prendre sa retraite et d'acheter un bateau. Il était assis sur un tas secret d'argent qui aurait pu le maintenir à l'aise pendant une décennie s'il avait juste été humble. S'il avait juste accepté que l'argent était là pour la sécurité, pas pour le jeu. Et Caleb, ai-je demandé. Le nom avait un goût de cendre dans ma bouche. Le visage de Karen s'est durci. Caleb est indisponible. En prison? Pas encore, dit-elle. Il a quitté l'État. Il y avait des gens qui le cherchaient. Pas la banque. Des mauvaises personnes. Il a pris la voiture de ton père, celle que la banque n'avait pas encore saisie, et a juste roulé vers le sud. La dernière fois que j'ai entendu parler, il était en Floride, travaillant comme serveur et évitant les assignations à comparaître. Elle marqua une pause, prenant une gorgée d'eau. Puis elle me regarda avec ses yeux perçants. Mason, ton père a 70 ans. Il conduit des inconnus la nuit pour payer une chambre de motel. Ta mère vit de sa sécurité sociale, et te voilà. Elle fit un geste autour de mon appartement. Tu as tellement. Tu pourrais les aider. Tu pourrais arranger ça. Un seul chèque de ta part pourrait faire emménager ta mère dans un bel appartement. Il pourrait faire sortir ton père de la route. C'était le moment. C'était le test. Le singe volant avait livré sa cargaison. La culpabilité était posée sur la table, pulsante et vive. La famille est de la famille. J'ai regardé Karen. J'ai pensé à maman, humiliée mais en sécurité. J'ai pensé à papa, son ego enfin écrasé sous le poids de ses propres décisions. Tante Karen, dis-je doucement.
Sais-tu pourquoi je n'ai pas appelé la police cette nuit-là? Parce que ton père te l'a demandé, dit-elle. Non, je n'ai pas appelé la police parce que je voulais qu'ils apprennent. Papa a passé toute sa vie à tirer Caleb d'affaire. Il a utilisé son argent de retraite, l'argent qu'il cachait à sa femme pour permettre à un voleur. Si j'écris un chèque maintenant, que se passe-t-il? Papa apprend-il? Caleb apprend-il? Ils ont assez souffert. S'écria Karen. Où est ta compassion? Ma compassion a été de leur donner un choix, dis-je. Papa a choisi Caleb plutôt que moi. Il a choisi de protéger un crime plutôt que ma dignité. Il m'a dit de laisser tomber. Alors, je l'ai laissé tomber. Je les ai laissés partir. Je me suis levé. Je n'écris pas de chèque, Karen. Ni aujourd'hui. Ni jamais. Parce que si je résous ce problème pour eux, papa trouvera une autre affaire en or la semaine prochaine. Et Caleb trouvera un autre compte à pirater. Je brise le cycle. Karen se leva, le visage rouge. Tu es froid, Mason. Tu es glacial. Ton père avait raison. Tu te soucies plus de l'argent que du sang. Non, dis-je, la conduisant à la porte. Je me soucie de la paix. Et j'ai payé 20 000 $ pour elle. Je pense que c'est un prix juste. Elle renifla et s'en alla en trombe. J'ai regardé les portes de l'ascenseur se refermer sur son visage jugeur. Je suis retourné sur le balcon. J'aurais dû me sentir coupable. C'est ce que nous sommes programmés à ressentir, n'est-ce pas? Quand nos parents souffrent, nous sommes censés saigner pour eux. Mais je ne me sentais pas coupable. Je me sentais justifié. Cependant, il restait une question en suspens. Un petit détail agaçant que seul moi connaissais. Je suis allé à mon bureau et j'ai déverrouillé le tiroir du bas. J'en ai sorti un dossier. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque que j'avais rédigé 6 mois plus tôt. Vous voyez, lorsque papa a mis en place le fonds secret, il m'avait promis 5% des intérêts comme frais de gestion. Mais j'avais géré l'argent de manière agressive. Je l'avais placé dans des obligations à rendement élevé et des fonds indiciels avant que Caleb ne vide le liquide. Le capital, l'argent original du terrain, c'est ce que Caleb a volé et perdu. Mais les intérêts, les profits que j'avais réalisés au cours de ces 2 années avant le vol, je les avais transférés sur un sous-compte séparé chaque trimestre, simplement par bonne pratique comptable. Caleb n'y avait pas touché parce qu'il ne savait pas que cela existait. Ce n'était pas une fortune. C'était environ 8500 $. Techniquement, c'était l'argent de papa ou mes honoraires. C'était une zone grise. Mais je ne voulais pas de zone grise. Je ne voulais pas que le moindre centime de cet argent maudit contribue à ma nouvelle vie. Je ne voulais pas que mon succès soit bâti sur ne serait-ce qu'un dollar des secrets de papa. J'ai pris le chèque. Il n'était pas libellé au nom de papa. Il n'était pas libellé au nom de maman. Je l'avais libellé au nom de la Fondation pour le rétablissement de la dépendance au jeu. Je l'ai regardé une dernière fois. C'était la rupture finale. Je l'ai mis dans une enveloppe, je l'ai scellé et je suis descendu à la boîte aux lettres du hall. Je l'ai glissé dans la fente. Clac. Le son était définitif. Je suis remonté, me suis préparé un autre espresso et me suis mis au travail. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Sarah. Dîner à 19 h. Je fais des lasagnes. J'ai répondu. Parfait. J'apporte le vin. Papa avait son plan de retraite. C'était Caleb. Et cet investissement était tombé à zéro. J'avais mon plan de retraite. C'était moi. Et les affaires marchaient à merveille. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. C'est le plus grand mensonge jamais raconté. On ne choisit pas qui on est lié par le sang. Bien sûr, on ne choisit pas l'ADN qui est spirale dans le nôtre. Mais la famille, les gens que l'on laisse entrer dans son cercle intime, les gens pour qui on se sacrifie, on les choisit absolument. Et parfois, il faut choisir de les désélectionner. Cela fait 3 ans maintenant. La poussière est retombée, mais le paysage a changé pour toujours. J'ai finalement appris par le bouche à oreille que maman avait divorcé de papa. Il s'avère que lorsque vous perdez la maison et que votre femme découvre que c'est à cause d'un fonds secret que vous lui avez caché, le mariage ne survit pas. Elle est plus heureuse maintenant.
Je pense qu'elle vit dans une communauté de personnes âgées. Je lui envoie des fleurs pour son anniversaire. Nous parlons occasionnellement, mais c'est superficiel. Elle me blâme encore un petit peu de ne pas les avoir sauvés. Elle ne peut pas s'en empêcher. C'est la programmation, mais elle respecte ma distance. Papa conduit toujours. Il m'envoie des emails parfois. Généralement, ce sont des liens vers des théories du complot ou des combines pour devenir riche rapidement. Maçonne, regarde cet IRA en or. On pourrait faire un carton. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Il cherche toujours le raccourci. Il cherche toujours le bouton magique qui annule les conséquences de ses actions. Je ne réponds jamais. Je les glisse directement dans le dossier des spams. Et Caleb, il a été arrêté en Géorgie pour fraude au chèque. Une accusation mineure, mais suffisante pour le mettre dans le système. Il m'a appelé de prison. Apercevoir. J'ai fixé le téléphone pendant 1 minute entière. Détenu de Caleb. Souhaite accepter les frais. J'ai appuyé sur refuser. Ce fut le moment le plus difficile que la nuit du vol, car ce fut le moment où j'ai accepté de ne pas pouvoir le sauver. Papa avait passé 30 ans à essayer de le sauver et tout ce que cela a fait, c'est de créer un monstre qui pensait que le monde lui devait sa vie. Si j'avais répondu à cet appel, si je lui avais envoyé de l'argent pour sa caution, je ne l'aurais pas aidé. Je serais juste le nouveau papa. Je serais le nouveau facilitateur. Alors, j'ai laissé sonner. Je veux vous parler du concept d'avidité. Cette nuit-là, dans le salon, papa m'a traité d'avare. Il a dit, ne sois pas avare. La famille est de la famille. Il a utilisé ce mot comme une arme. Il a essayé de me faire honte d'avoir de l'argent. Il a essayé de me faire sentir comme un méchant parce que je voulais garder ce que j'avais gagné. Mais voyons ce qu'est réellement l'avidité. L'avidité, ce n'est pas d'avoir des économies. L'avidité, ce n'est pas de vouloir la justice quand on est volé. L'avidité, c'est Caleb qui se sent le droit de prendre 20 000 $ qui ne lui appartenaient pas parce qu'il était trop paresseux pour travailler. L'avidité, c'est papa qui cache de l'argent à sa femme pendant des années parce qu'il ne voulait pas partager et qui exige ensuite mon argent pour réparer son erreur. L'avidité, c'est exiger que quelqu'un d'autre se mette en danger juste pour vous tenir au chaud 1 heure de plus. J'ai réalisé que, la famille est de la famille, est souvent juste une tactique de manipulation utilisée par les personnes qui ont le plus besoin d'aide et offrent le moins. C'est une rue à sens unique. Quand ils disent « la famille est de la famille », ils veulent dire « tu m'aides ». Ils ne veulent jamais dire « je te respecterai ». J'ai payé un prix élevé pour cette leçon. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu l'illusion d'un foyer d'enfance heureux. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. J'ai gagné ma souveraineté. Je suis maître de ma vie maintenant. Chaque dollar sur mon compte bancaire est là parce que j'ai travaillé pour l'obtenir et je l'ai protégé. Chaque relation dans ma vie est là parce qu'elle est saine et réciproque. Je n'ai pas à regarder par-dessus mon épaule. Je n'ai pas à m'inquiéter des appels téléphoniques tard le soir ou de l'argent manquant. Les gens me demandent si je regrette d'avoir souri cette nuit-là. Si je regrette d'avoir trompé papa pour qu'il pardonne la dette avant de savoir que c'était son propre argent. J'y pense parfois. Était-ce mesquin? Peut-être. Était-ce trompeur? Bien sûr. Mais était-ce nécessaire? Absolument. Si je n'avais pas fait cela, si j'avais crié et révélé la vérité à ce moment-là, papa m'aurait manipulé. Il m'aurait culpabilisé pour couvrir la perte. Il m'aurait épuisé émotionnellement et financièrement pour couvrir ses propres mensonges. Il m'aurait entraîné dans sa chute en le laissant penser qu'il dépensait mon argent. J'ai révélé son vrai caractère. Je l'ai laissé me montrer exactement qui il était quand il pensait que cela ne lui coûtait rien. Et quand la facture a finalement été due, il n'avait personne à blâmer sauf lui-même. Alors, voici mon conseil. Observez comment les gens vous traitent quand ils pensent que vous n'avez aucun pouvoir. Observez comment ils traitent vos ressources quand ils pensent y avoir droit. Et si jamais vous vous retrouvez dans une pièce où l'on vous dit de brûler vos limites pour sauver l'ego de quelqu'un d'autre, ne criez pas. Ne vous battez pas. Souriez simplement, verrouillez la porte, et laissez-les affronter la seule chose dont ils ont le plus peur, la réalité. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage.
Ce n'était pas une histoire facile à raconter, mais je crois qu'elle est importante. Nous parlons souvent de littératie financière en termes d'actions, d'obligations et de taux d'intérêt, mais la véritable littératie financière est aussi une littératie relationnelle. Il s'agit de comprendre que l'argent est une limite. La plus grande leçon que j'ai apprise est que l'assistance aveugle n'est pas de l'amour. Protéger quelqu'un des conséquences de ses actes n'est pas de la gentillesse. C'est une forme de sabotage. En protégeant Caleb pendant des années, mon père l'a privé de l'occasion de grandir et s'est privé lui-même d'un avenir sûr. Si vous êtes le responsable de votre famille, rappelez-vous que vous n'êtes pas une banque. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation. Vous êtes une personne et votre sécurité compte. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû établir une ligne de conduite stricte avec un membre de votre famille à propos d'argent? Ou peut-être avez-vous été de l'autre côté? Quelle est la limite que vous auriez aimé fixer plus tôt? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre expérience. Ou si cette histoire vous a touché et que vous êtes d'accord que non est une phrase complète, commentez simplement le mot bien. Cela m'aide à savoir que ces dures vérités valent la peine d'être partagées. Restez en sécurité, restez intelligent et protégez votre paix.